Potep Potep, Ankuja Sene Bavu. Je m'appelle Sopte Nelundombi, je suis promoteur de la page Kemuja qui parle de la culture africaine, qui fait la promotion bien évidemment du vestimentaire, des parures, tout ce qui concerne la culture africaine. Alors je suis invité aujourd'hui chez les frères Pensée Kamit pour parler avec vous des sociétés initiatiques. C'est-à-dire c'est quoi les sociétés initiatiques, quel est leur rôle. Eh bien, non seulement quel est leur rôle, mais c'est quoi le début, par où est-ce qu'elles ont commencé, quand est-ce qu'on a commencé à parler des sociétés initiatiques. Maintenant, les sociétés initiatiques sont le démembrement du tout. Et sont la spécification de l'énergie particulière du tout. Ce qui veut dire que, pour l'expliquer, nous allons revenir à cet adage, ce vieil adage égyptien qui nous fait comprendre que tout est dans le tout. Et le tout est dans les différentes parties du tout. Ça veut dire que Atom se retrouve dans tout ce qu'il a expectoré de lui, dans tout ce qu'il a fait sortir de son intérieur. Eh bien, depuis le Noun, ce qu'Atom avait pour mission de faire, ou ce qu'il a toujours fait, c'était de rassembler tout ce qui était éparse dans le Noun, était de prendre toutes les parties qui étaient disséquées et de créer une sorte d'harmonie en lui, de créer une sorte de compilation de tout ce qui était à l'intérieur. Eh bien, c'est ça la Mahat. Donc, les sociétés initiatiques ici jouent le rôle que Atom a joué depuis le départ, c'est-à-dire celle de regrouper, celle d'harmoniser tout ce qui existe. Non seulement d'harmoniser tout ce qui existe, mais d'apprendre à ceux qu'elle est en train d'harmoniser le savoir-vivre et le bien-être. Parce que toute socioculture ou toute société initiatique qui s'écarte en fait de ce principe n'a pas lieu d'être. Elle doit apprendre le savoir-vivre et le bien-être. Maintenant, les sociétés initiatiques sont de plusieurs catégories. Nous avons les sociétés initiatiques des hommes léopards, des sociétés initiatiques des hommes guerriers, des sociétés initiatiques des chantres, sociétés initiatiques des tisserands. Ça veut dire qu'en fait, Atom qui se retrouve dans tout ce qui est sorti de lui, les sociétés initiatiques qui ont pour rôle d'harmoniser tout ce qui existe, eh bien, s'harmonisent de manière séquentielle. Ça veut dire que la société initiatique des hommes léopards, qui sont des gardiens, des régulateurs, à l'exemple de Bastet, qui est bien utilisé par Marat pour équilibrer, pour châtier, pour mettre tout ce qui est désordre à l'ordre, bien sûr. Eh bien, c'est que chacun a son rythme, chacun dans son élan, va réguler la communauté, va mettre la communauté dans un élan qui va lui permettre d'atteindre la divinité, d'atteindre Atom, d'atteindre le divin. Eh bien, par le chant, ces sociétés initiatiques qui sont réputées pour chanter ont donc la capacité par ce chant d'atteindre le divin, de retrouver le divin et également de faire atteindre le divin et retrouver la divinité de chaque néophyte qui sont en initiation dans leur troupe en fait. Ayant atteint ce stade, eh bien on finit par se rendre compte que les sociétés initiatiques sont là pour réguler la communauté. Elles sont là pour apporter à la communauté une stabilité. Elles sont là pour jouer le rôle de la Mahat. Elles sont là pour équilibrer. Elles sont là pour rendre la communauté digne et permettre à la communauté d'atteindre un certain seuil de justice, d'équilibre, d'harmonie et d'équité. Eh bien, les sociocultures ont également cette chose qui est propre à eux, eh bien, qui est celle de civiliser les peuples, d'apporter la civilisation. Eh bien, ce n'est pas la civilisation que les autres sont venus avec et qui, par le glaive et le canon, nous ont forcés à porter des noms qui ne sont pas les nôtres, à porter des vêtements qui ne sont pas les nôtres, à devenir ce que nous ne sommes pas. Eh bien, la civilisation de nos anciens depuis longtemps était celle d'apporter le bien-être à la communauté, d'apporter le bien-être au peuple, d'apprendre au peuple à être libre et à s'élever, à apprendre au peuple comment faire pour retrouver la divinité, comment faire pour faire corps avec le divin, comment faire pour retrouver le divin qui est en nous, parce que nous sommes partie intégrante du divin. Nous sommes partie intégrante du divin. C'est pourquoi vous allez voir, les tout premiers initiés en Chine étaient des Noirs. Parce qu'ils se déplaçaient et allaient dans les peuples pour civiliser ces peuples-là.
pour leur apporter la connaissance, pour leur apporter ce qui semblerait être quelque part des choses qu'ils ne savent pas, des choses qu'ils ne savent pas en fait. C'est ça la civilisation. Les sociétés initiatiques avaient ce rôle primordial, celui d'apporter la connaissance au peuple, celui d'apporter non seulement la connaissance, mais d'apporter également le savoir, d'apporter à ces peuples-là tout ce qui devait les permettre de retrouver leur divinité, ce qui devait leur permettre de se retrouver eux-mêmes et d'être libres. Contrairement à cette civilisation qui nous est venue de je ne sais d'où et qui nous a forcés à arborer des noms qui ne sont pas les nôtres, qui nous a forcés à devenir ce que nous n'étions pas. Les sociétés initiatiques ont dans ce rôle-là, c'est de civiliser des peuples, c'est d'apporter la justice, c'est d'équilibrer, c'est de régir. Lorsque nous parlons des sociétés initiatiques, nous avons compris tout à l'heure qu'elles ont ce travail-là à faire, qui est celui de réguler, qui est celui de jouer le rôle de la Mahat, qui est celui de jouer également le rôle de Bastet, la régulatrice. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons pour nous retrouver dans une impasse où il n'y a plus de socioculture, il n'y a plus de sociétés initiatiques? Où sont passées toutes les sociétés initiatiques qui existaient depuis les temps anciens? Par une méthode de capsulisation, ces sociétés initiatiques-là se sont renfermées sur elles-mêmes pour se protéger de l'oppression, de la guerre, de tous ces gens qui sont venus par violence ternir, tuer, massacrer et mettre à néant toutes nos sociétés initiatiques. Les anciens, étant dans cette impasse, étant dans cette guerre, ont donc décidé de garder certaines choses pour eux. Aujourd'hui, étant conscients de ces choses, nous avons donc le devoir d'aller chercher ces choses. D'aller chercher ces choses à l'extérieur de nous, mais d'abord de les chercher à l'intérieur de nous. Parce que nous avons le code génétique de ces choses. Ces choses-là sont ancrées en nous, sont scriptées en nous, vivent en nous, par nos gènes. Nous, en tant que Kémites, nous avons le devoir et même l'obligation de faire des recherches, de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de nos propres corps, d'interroger, de chercher et d'aller maintenant à l'extérieur de nous, faire corps, rencontrer ces sociétés initiatiques-là et se faire initier par elles, se faire initier par leur savoir, se faire initier par ce qu'ils ont, se faire initier par le savoir d'antan qu'ils ont caché. Nous avons pour devoir de chercher ces connaissances, de les apprendre, de les retranscrire afin que la communauté qui viendra après, afin que les descendances qui viendront, afin que nos enfants aient donc la possibilité de toucher du doigt, de vivre, d'apprendre, de s'imprégner de ces savoirs initiatiques. Hotep. Nous allons parler de la libation. C'est quoi la libation? La libation, c'est cet exercice-là qui consiste à répandre du liquide sur le sol. Mais pas seulement de répandre le liquide sur le sol, mais de répandre en prononçant des paroles incantatoires ou des paroles qui nous permettent d'invoquer les ancêtres, d'invoquer les morts et même d'invoquer les divinités pour qui nous faisons la libation. La libation, c'est répandre de l'huile sur le sol, répandre de l'alcool, répandre des jus naturels, tout ce qui est liquide. La libation, son côté, on va le dire, mystique, est que nous faisons la libation en versant sur le sol. Le sol ici représente l'ancestralité, représente ceux qui sont morts, représente ceux qui sont de l'autre côté. Par le fait que lorsque nous mourons, on nous enterre, on va dans la terre. Donc les anciens estimaient que en faisant la libation sur le sol, nous sommes en train de donner à ces personnes-là qui ont vécu, ces personnes-là qui étaient là avec nous, ces personnes qui sont désormais de l'autre côté du bout du fil de l'existence, mais qui, parce que nous sommes Ubuntu, sont toujours avec nous. Parce que nous sommes Ubuntu, vivent toujours avec nous. Cette fameuse communauté des morts et la communauté des vivants, sont des communautés qui marchent ensemble ou qui vivent ensemble. En faisant la libation, nous sommes en train de nourrir le cas du mort. Nous sommes en train d'honorer l'ancêtre. Nous sommes en train d'invoquer la divinité. Donc, par la libation, nous sommes en train de procéder à
offrir, eh bien offrir à la divinité, ou bien offrir aux morts, ou bien offrir à l'ancêtre une divinité. Offrir à l'ancêtre une force cosmique. Cette force cosmique qui est l'eau, cette force cosmique qui est Tafanouté. Eh bien, par l'acte ou l'action de faire la libation, nous sommes en train de donner de l'énergie, d'apporter de la force, d'apporter tout ce qui est contenu dans l'eau, soit aux morts, soit à l'ancêtre, soit à la divinité. La libation également consiste à appeler le mort, le convoquer, lui donner de la force, lui donner de l'énergie. Pas seulement parce que nous avons besoin de lui, mais parce que nous avons ce devoir de nourrir les ancêtres, de nourrir nos morts. Parce que de leur vivant, ils l'ont fait. Après qu'ils soient partis, nous avons le devoir et même l'obligation de continuer de le faire. Dans la libation, en conclusion, c'est l'acte qui consiste à répandre du liquide, soit sur les crânes, parce que dans les peuples des Graceville, lorsqu'on veut ancestraliser, lorsque nous voulons ancestraliser un mort ou quelqu'un qui est parti il y a de cela un bon bout de temps, lorsque les Nganga nous disent qu'il est temps de déterrer son crâne, c'est sur son crâne, une fois qu'on l'a retiré et mettre son crâne dans la case sacrée, c'est sur le crâne que nous faisons des libations d'eau, des libations d'huile, des libations d'alcool, des libations de jus, tout ce qui est liquide, c'est pour honorer le mort. C'est pour honorer le mort. Pourquoi on le fait sur le crâne? Parce qu'on estime depuis les temps anciens que le crâne est le siège de la conscience. Donc si on a le crâne du mort, nous avons le mort. Nous avons la personne en face de nous. Et nous lui donnons alors une force cosmique, tout en prononçant des paroles. Ô toi qui vis de l'autre côté, si jamais le monde dans lequel tu te trouves te semble sec ou désert, trouve dans cette eau de quoi étancher ta soif. Trouve dans cette eau de quoi asperger ta cour. Si jamais le monde dans lequel tu te trouves te semble aride et que tu as besoin de te laver, trouve dans cette eau de quoi te laver. Trouve dans cette eau de quoi faire ce que tu as envie de faire. Ne sachant pas trop, très souvent, ce dont ils ont besoin, on dit, trouve dans cette eau tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir de l'autre côté. Tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir de l'autre côté. Nous offrons donc aux morts, par le biais de la libation, une divinité. La toute première partie qu'Atum fait sortir de lui. Nous offrons une force cosmique à la divinité. Nous offrons une force cosmique aux morts. Très souvent, nous parlons, ou bien très souvent, nous donnons le nom de Kémites. Nous nous taguons d'être des Kémites. C'est quoi un Kémite? Qui est le Kémite? Le Kémite est celui qui se démarque des autres par son attitude, par son comportement, par ce qu'il dit, par comment est-ce qu'il se présente devant les gens. Le Kémite, c'est celui qui a d'abord l'idéologie. Cette idéologie qui est celle de sauver la communauté. Mais avant d'atteindre ce point focal de sauver la communauté, le Kémite est celui qui se recentre d'abord sur ses origines, qui cherche à connaître c'est quoi ses origines, qui cherche à connaître ce que ses ancêtres ont fait avant, cherche à connaître son histoire. Parce que si tu ne sais pas ton histoire, il te sera difficile de savoir où tu vas et même qui tu es. Donc le Kémite est celui-là qui cherche à connaître son histoire, est celui qui connaît d'abord premièrement son histoire. Après l'avoir connue, il devrait être capable de partager, d'enseigner les autres. Il devrait être capable de donner aux autres ce qu'il a reçu. Maintenant, une fois que cette étape a été faite, le Kémite est celui qui parle. Kémite est celui qui parle de l'Afrique, est celui qui vit l'Afrique, qui respire Kama, est celui qui dans tout ce qu'il fait, il pense à la communauté. Dans tout ce qu'il fait, il pense Kama. Il pense à l'élévation de l'Afrique. Il pense à la libération de l'Afrique. Il pense à la salvation de l'Afrique. Il pense à la décolonisation des mentalités de chaque Africain. C'est ça le véritable travail du Kémite. C'est celui qui, par sa façon de parler, se démarque des autres. Il doit être afrocentré, c'est-à-dire voir tout ce qui est autour de lui avec les yeux d'Africain. Parler avec la bouche de l'Africain.
entendre avec les oreilles de l'Africain, respirer avec les narines de l'Africain. Eh bien, le kémite est celui qui se rattache à sa tradition. Pas seulement se rattacher à la tradition, mais il devait avoir la capacité, à cette période, de faire ce qu'on appelle cette ancestralité-là dans la modernité. Être capable d'aller chercher, eh bien, dans le sac de l'ancêtre, dans les enseignements de l'ancêtre, dans tout ce qui a été fait et dit avant, et l'adapter à l'ère d'aujourd'hui. Parce que tout ce qui a été fait avant, forcément, ne peut pas être repliqué en notre temps présent, parce que beaucoup de paramètres ont changé. Mais c'est par ces habitudes-là, par ces attitudes-là, par ces choses que nos ancêtres faisaient, eh bien, c'est ça qui a fait en sorte qu'il reste puissant pendant très longtemps. Alors, si nous voulons sortir de la naze, si nous voulons sortir de cet esclavage sur tous les plans, eh bien, nous devons avoir la capacité de revenir à l'origine, d'utiliser les techniques que nos ancêtres utilisaient, tout en modulant, en rajoutant une touche de modernité, tout en appliquant ça dans la modernité. Eh bien, le kémite est celui qui se démarque, qui fait des recherches, qui lit, qui se documente. Il y a beaucoup de livres, nous avons beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes qui ont marqué l'histoire et qui continuent de marquer l'histoire. Le kémite est celui qui s'instruit chaque jour, qui ne passe pas une seule seconde de son temps sans apprendre quelque chose de plus. Le kémite est celui qui chaque jour travaille pour décoloniser l'Afrique sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan vestimentaire, sur le plan alimentaire, sur tous les plans, sur les plans géostratégiques. Vraiment, le kémite est celui qui regarde l'Afrique avec les yeux d'Africain, qui regarde tout ce qui est autour de lui avec les yeux d'Africain. Il doit être afrocentré, il doit être un combattant, il doit être un initié. Parce qu'être kémite, c'est être initié également. C'est être initié aux sciences endogènes, être initié bien, à cette tradition-là ou à ces traditions qui ont fait notre force et qui continuent de faire notre force aujourd'hui. Eh bien, être kémite, c'est être authentique. Être kémite, c'est être original. Être kémite, c'est se respecter. Respecter ses divinités, respecter ses ancêtres, respecter ses morts. Être kémite, c'est faire corps avec nos ancêtres. Nous allons également parler du vestimentaire, des parures. Très souvent, nous entendons cet adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Eh bien, moi, je dirais que c'est quand même par le vêtement du moine qu'on reconnaît qu'il est moine. Eh bien, depuis les temps anciens, chez nous, l'habit faisait le moine. Parce que c'était par le vêtement que quelqu'un portait, par l'accoutrement que quelqu'un avait, par le type de parure que certaines personnes arboraient, qu'on savait qui ils étaient, de quel grade initiatique ils étaient, de quelle société initiatique ils venaient, de quelle famille ils venaient, de quel clan est-ce qu'ils venaient, quel type de personnes est-ce qu'ils étaient. Cette femme est-elle mariée ou pas? Cet homme est-il marié ou pas? Cet homme est-il un guerrier? Est-il un chasseur? Est-il un chantre? Est-il un tisserand? Est-il un pêcheur? Est-il? Eh bien, le vêtement chez nous est porteur d'un grand message. Le vêtement chez nous s'exprime et parle à notre place. En tant que kémite, en tant qu'Africain, nous devons avoir la capacité et même bien cette habitude-là de porter des vêtements qui parlent de notre Afrique, qui parlent de notre culture, de porter des vêtements qui parlent de ce que nous sommes, porter des vêtements qui traduisent qui nous sommes. Eh bien, le vêtement est porteur d'un grand message. Le vêtement, en prenant quelques exemples, il y avait à cette époque-là, ou depuis fort longtemps, et même encore aujourd'hui, les vêtements dédiés aux initiés, les vêtements dédiés aux chefs, les vêtements dédiés aux hommes mariés, aux femmes mariées, aux enfants, des vêtements dédiés aux filles ou aux garçons qui ne sont pas encore mariés, des vêtements dédiés à chaque socioculture et même des vêtements dédiés à chaque société initiative. Le vêtement dit à ceux qui sont en face de nous qui nous sommes. Donc, désormais, nous devons savoir quel type de vêtements porter. Nous devons savoir, eh bien, quel est le message, quelle énergie qui se dégage de notre vêtement, du vestimentaire que nous arborons. Nous devons savoir. Eh bien, le vêtement n'est pas juste quelque chose que nous utilisons pour nous couvrir, mais eh bien, c'est quelque chose qui nous permet non seulement de s'exprimer sans parler,
de passer un message sans parler, mais de montrer également aux autres et même à la communauté qui nous sommes. Le vêtement, très souvent, a des codes. C'est pourquoi vous allez voir chez les peuples des Grassfield, en prenant l'exemple d'une dope, ce tissu est très particulier parce que sur tous les symboles qui sont dessus, nous avons ceux qui parlent de la vie, de la cyclicité de la vie. Il y a des symboles qui expliquent le parcours de la vie, des symboles qui expliquent ou qui renferment un pouvoir particulier, qui renferment une signification particulière. Eh bien, nous comprenons que ces vêtements ne sont pas des vêtements faits de manière anodine. Elles sont porteurs d'un grand message. Elles sont porteurs d'une force. Elles sont porteurs de quelque chose qui, très souvent, nous dépasse. Eh bien, c'est pourquoi nous devons savoir ce que nous portons et même questionner sur est-ce que nous avons la capacité ou la capacité de porter un vêtement, de porter tel ou tel vêtement. Parce que nous savons que les vêtements se portent en fonction de ce que nous sommes. Un initié qui porte un vêtement, toi qui es non initié, tu ne peux pas te permettre de porter ce vêtement. Donc le vêtement est porteur d'un grand message. Le vêtement est quelque chose qui nous définit. À partir d'aujourd'hui, ne portons plus n'importe quoi, ne portons plus les vêtements étrangers, ne portons plus les vêtements de la fuperie, ne portons plus des choses qui viennent d'ailleurs. Parce que le vêtement que quelqu'un porte, il laisse sa marque énergétique dessus. Une fois que toi tu viens et portes ce vêtement, tu es non seulement influencé par cette énergie, mais tu es également contaminé par cette énergie. Tu non seulement es contaminé par cette énergie, désormais une partie de toi fait partie de la personne qui, avant toi, a porté ce vêtement. Faisons très attention. Eh bien, nous savons que le photon est la plus petite particule de l'énergie. Et la sueur qui sort de notre corps et qui va, disons-le, rester, faire corps avec le vêtement, même si nous le lavons comment, eh bien ce vêtement continue d'avoir une partie de nous. Donc, une fois que nous portons le vêtement de quelqu'un, il est fort possible que si quelque chose arrive à cette personne, que nous ressentons ça ou nous. Parce que nous avons porté le vêtement de cette personne, nous sommes subitement influencés par cette énergie, influencés par ces énergies, influencés par ce que cette personne est, influencés par les divinités de cette personne, influencés par les ancêtres de cette personne, et bien influencés même par tous les problèmes de cette personne et même toutes les malédictions de cette personne. Nous sommes influencés parce que ce que cette personne a porté, ce vêtement porte et continue de porter sa marque, continue de porter ses énergies, continue de garder dans ce coton-là cette partie de lui. Eh bien, évitons de porter des vêtements qui viennent d'ailleurs, des vêtements que d'autres personnes ont déjà portés. Eh bien, ça, ce n'est pas aussi absolu parce que nous savons que nous pouvons porter le vêtement de notre maman qui a transité. Nous pouvons porter le vêtement de notre papa qui est mort depuis très longtemps. Nous pouvons porter le vêtement de notre grand-père ou de notre grand-mère. Mais maintenant, ça, c'est autre chose. Eh bien, comme l'on le dit très souvent, rien n'est absolu en agroculture. Nous savons aussi comment réguler ce genre de choses. Mais à partir d'aujourd'hui, eh bien, nous savons que nous ne devons pas porter n'importe quel vêtement, et bien aussi les vêtements de n'importe qui. Nous allons parler des langues africaines, l'importance des langues africaines, mais également la force et le pouvoir qu'elles dégagent. Nous avons pris pour habitude, depuis cette fameuse arrivée de ces colons, qui nous ont appris à ne plus parler nos langues, qui nous ont appris à nous extraire ou bien à nous écarter de ce qui faisait de nous des personnes intègres, qui faisait de nous des personnes connectées à notre divinité, des personnes connectées et bien à notre ancestralité. En nous extirpant cette chose qui était propre à nous, nos langues africaines. Et ils nous ont imposé de parler la leur. Eh bien, nous savons que celui qui conçoit une langue, la conçoit avec des énergies. Chaque fois que vous vous exprimez en cette langue, eh bien, vous envoyez des énergies à ceux ou celui qui a créé cette langue. C'était très technique ce qu'ils avaient fait par le passé.
nous apprendre à parler leur langue et nous apprendre à bannir, à renier nos propres langues. Eh bien, la langue a quelque chose de très particulier. La langue a quelque chose de très particulier. C'est celle de nous connecter très facilement à nos morts, de nous connecter très facilement à notre ancestralité, de nous connecter très facilement à notre divinité. La langue a ce pouvoir parce qu'elle contient en elle tellement de codes. Elle contient en elle un amas d'énergie. Elle contient en elle quelque chose de très fort qui nous permet, en une fraction de seconde, de contacter ceux dont nous voulons être en contact, de contacter toutes les personnes dont nous avons besoin d'être en contact. C'est par la langue que nous faisons des vraies invocations, que nous faisons des vrais chants incantatoires. Chaque fois que nous parlons la langue de l'oppresseur, nous lui envoyons des énergies. Chaque fois que nous nous exprimons avec une langue qui n'est pas la nôtre, nous envoyons des énergies à ces personnes qui ont conceptualisé ces termes, qui ont créé ces termes, qui ont inventé ce langage. Les langues africaines sont remplies de pouvoir, remplies de force, remplies de codes, remplies d'énergie. C'est par ces langues-là que nous avons la capacité de toucher la divinité, d'atteindre la divinité. Apprenons nos langues, parlons nos langues, vivons avec nos langues, imprégnons-nous de nos langues, et puis ce sera un grand début pour la décolonisation.